Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on est dans un contexte un peu particulier où il va falloir faire cours à distance. Donc, je vous lance ces petites capsules vidéo en tant que test pour voir si ça peut vous être utile. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Donc, je récapitule un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Vous vous rappelez que la dernière fois, on avait terminé l'histoire de l'âge de la Terre et on avait fait des séances de TP un peu avant, pour étudier un petit peu la fin du thème 2, sachant que dans ce thème 2, on avait fait en entier le chapitre 1, il nous manquait les chapitres 2 et 3. Alors, le but de cette petite vidéo, c'est de lire avec vous le cours qui concerne le chapitre 2, et le début du chapitre 3 qu'on va terminer ensemble. Donc voilà le chapitre 2 qui concerne la répartition de l'énergie solaire sur Terre et ses conséquences. Vous pouvez trouver ce chapitre intégralement tapé sur la partie fichier que vous avez dans cette conversation. Donc petite diapo qui vous présente l'inégale répartition de la puissance solaire sur Terre. Vous voyez que sur Terre et en moyenne sur une année, on va pas avoir la même puissance solaire qui arrive dans les zones équatoriales ici ou dans les zones polaires. Et en dessous, vous avez l'échelle, c'est en watts par mètre carré, donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'énergie reçue à l'équateur que au niveau des pôles. Donc, pour introduire ce chapitre, je vous rappelle que le bilan radiatif de la Terre, finalement, c'est une moyenne de conditions réparties sur l'ensemble de la Terre. Il existe quelques variations, donc des variations spatiales, on vient de les voir, en fonction des régions du monde. Et puis il y a aussi des variations temporelles, à l'échelle d'une journée par exemple, ou même de l'année. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette inégale répartition spatiale et temporelle de l'énergie solaire sur Terre, et quelles sont ses conséquences? Voilà les problématiques du chapitre. Donc on a une inégale répartition de l'énergie solaire qui sont liées à des différences d'énergie solaire reçues. On avait vu dans le chapitre 1 de ce thème 2 que la puissance solaire moyenne sur Terre, elle est de 342 watts par mètre carré. Donc c'est une valeur que je vais vous demander de retenir. Et cette valeur, elle est en réalité très variable en fonction du lieu, de l'heure ou de la période de l'année qu'on considère. Parce que on a des différences d'énergie qui vont du coup se répercuter sur des différences de température mesurées. Donc vous le savez bien, hein, au niveau des pôles, il va faire beaucoup plus froid en général que au niveau de l'équateur. Et puis ces variations régionales, on peut les retrouver de manière temporelle, c'est-à-dire au cours d'une journée, au cours de l'année, avec des périodes plus froides et des périodes plus chaudes. Donc à quoi c'est dû tout ça? C'est lié à trois paramètres qui sont sphéricité, inclinaison et rotation de la Terre. Donc ces trois paramètres, sphéricité, inclinaison et rotation de la Terre, sont à l'origine d'une différence de répartition de l'énergie solaire. Et pour une même quantité d'énergie reçue à un moment donné, la surface éclairée n'est pas la même en fonction de la latitude ou bien de la longitude. Et notamment, plus l'angle entre la surface et les rayons solaires est important, donc proche de 90 degrés, c'est-à-dire à la verticale, plus la surface éclairée sera petite et donc l'énergie reçue par le. Alors un petit schéma pour illustrer ça. Regardez, là vous avez un rayon solaire qui arrive de manière perpendiculaire au sol, donc on a une petite surface éclairée, mais donc ça veut dire que l'énergie qui est envoyée par ce rayon, elle est répartie sur une petite surface. Donc finalement la surface qui est éclairée, elle reçoit plus d'énergie, que si cette surface éclairée était beaucoup plus grande avec un rayon qui arrive avec un angle plus petit que 90 degrés. Donc ça a des conséquences. Première des conséquences, c'est qu'on a une variation spatiale à l'origine de la zonation climatique. Et ça, c'est surtout dû à la sphéricité de la Terre, qui fait que la quantité d'énergie solaire reçue, elle varie en fonction de la latitude. On a un maximum moyen sur l'année qui est au niveau de l'équateur. Donc l'équateur, faut savoir que c'est une latitude de 0 degré. Et on a le minimum moyen dans l'année qui est au niveau des pôles. Donc comme il y a moins d'énergie reçue au niveau des pôles, les températures seront moindres. Et donc finalement, on peut expliquer comme ça les grandes zones de climat, avec des climats très froids au pôle et des climats plutôt chauds au niveau de l'équateur. Et puis un climat
Retenez bien cette définition, un climat, c'est l'ensemble des conditions météorologiques d'un lieu donné, moyennées sur plusieurs années. C'est à ne pas confondre avec la météo, puisque la météo, c'est plutôt une condition à un moment T. Elle varie tous les jours. Vous vous levez le matin, vous allez regarder la météo, c'est-à-dire vous allez voir le temps qu'il fait. Par contre, vous savez très bien que le climat de votre région est tempéré, c'est-à-dire en moyenne, il fera en général des températures douces et des précipitations relativement fréquentes, mais tout de même modérées. Et puis, deuxième conséquence de l'inégale répartition de l'énergie solaire, on a une variation temporelle de cette énergie en un lieu donné, au cours de l'année déjà, parce que la Terre change de position autour du Soleil. Je vais changer un peu de diapo. Vous voyez que la Terre, elle conserve son axe d'inclinaison, qui est toujours le même, peu importe la période de l'année. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle garde ce même axe. Ça veut dire que, quand l'hémisphère nord est proche du Soleil et tourné vers le Soleil, c'est qu'on est en été. Il recevra du coup des rayons avec un faible angle d'incidence. Alors qu'en hiver, vous voyez que l'hémisphère nord est beaucoup plus éloigné, donc il recevra des rayons avec un angle d'incidence beaucoup plus fort. Et puis, deuxième variation temporelle, c'est la variation à l'échelle plutôt de la journée. Et ça, c'est plutôt lié à la rotation de la Terre sur elle-même, puisque quand on va être le matin tôt ou le soir tard, on va avoir la région qui va être à une position tangente par rapport aux rayons du soleil. Donc ça veut dire que les rayons du soleil vont arriver avec un angle qui va étaler ce rayon, donc on aura peu d'énergie reçue, et puis au contraire à midi, on reçoit les rayons du soleil à la verticale, au zénith, on dit. Donc voilà une petite illustration ici. Quand on est le matin, quand on est le soir, on reçoit les rayons de manière étalée, et le midi, on reçoit les rayons de manière directe, donc à quasiment 90 degrés. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Je passe du coup au chapitre 3 qu'on avait également étudié en TP. Donc voilà ce chapitre 3. Ce qu'on a vu, c'est que la photosynthèse, c'est une conversion biologique de l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire qui est reçue à la surface de la Terre peut être utilisée par les êtres vivants. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de réactions qui vont être réalisées par des organismes végétaux. Donc la photosynthèse, c'est des échanges entre le végétal et son milieu, et il faut qu'il y ait de la lumière solaire et des sels minéraux prélevés dans le sol. Donc voilà le bilan qu'on avait tiré à travers tout notre TP qu'on avait fait ensemble. Donc 6 CO2, 6 molécules de dioxyde de carbone, plus 6 molécules d'eau, donne, en présence de lumière et avec des sels minéraux, du glucose et du dioxygène. Donc, sachant que ce glucose, c'est de la matière organique, c'est-à-dire riche en carbone et hydrogène. Donc ça veut dire que les végétaux, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils prélèvent de la matière minérale, du dioxyde de carbone et de l'eau. Vous voyez qu'il n'y a pas les deux, il n'y a pas carbone et hydrogène ensemble. Donc ce sont des molécules minérales, on l'avait vu ça au début de l'année, et grâce à ces deux molécules minérales et à l'énergie apportée par la lumière, on forme de la matière organique, du glucose. Pour autant, attention, souvent on entend les forêts sont les poumons de la Terre, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est pas tout à fait vrai, puisque, n'oubliez pas, un végétal ça respire aussi, surtout la nuit. Donc ça veut dire qu'en fait, l'O2 qui est produit la journée, il va être compensé en général par l'O2 qui est consommé la nuit. Donc finalement, on peut pas vraiment dire que les forêts sont nos poumons de la Terre. Il faut les protéger bien sûr, c'est important. Déjà parce que quand on les brûle, on relâche du CO2 qu'elles avaient emmagasiné sous forme de sucre notamment, et dans leurs tissus, leurs troncs, leurs feuilles, elles relâchent ce CO2, mais après c'est pas parce qu'elles produisent du dioxygène qu'il faut particulièrement les protéger. Voilà.
Donc j'espère que vous avez bien compris ce chapitre-là, ces deux chapitres. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Ce que je vais attendre de vous, donc voilà un petit schéma bilan d'ailleurs pour le récapituler. Ce que je vais attendre de vous, c'est de réaliser l'activité 2 sur la photosynthèse que je vais vous donner. Alors cette activité 2, elle va traiter un petit peu plus loin du rôle de la photosynthèse. On a vu son importance pour un végétal, mais est-ce qu'on peut l'étudier aussi à l'échelle des écosystèmes, cette photosynthèse? Et puis est-ce qu'on peut évaluer un petit peu sa rentabilité par rapport à la quantité de lumière qu'on reçoit? Est-ce que la photosynthèse c'est quelque chose d'efficace, de peu efficace? Vous allez le voir tout de suite, grâce à cette activité. Donc, ce que j'attends de vous, c'est de réaliser ces 5 questions. Vous allez voir, il y a des petits calculs, mais il y a aussi des questions de réflexion, plutôt. Voir si vous avez compris le principe de la photosynthèse. N'hésitez pas. Donc, le but de ce créneau, c'est de réaliser ces questions-là. Ce sera une activité qui a terminé pour la prochaine séance. Voilà. Donc, j'arrête de discuter, je vous laisse travailler. N'hésitez pas, je suis disponible pour les questions. Vous pouvez m'en poser en direct sur la partie conversation de Teams. Et puis je vous souhaite bon courage.